Ok, bonjour à tous. On va maintenant poursuivre le cours, qui est le 5e cours, sur lequel on va encore parler des composés polyanioniques. Il vous a été mentionné à la fin de cet exposé qu'on parlait de composés ZnH4, un polyanion. On va parler de polyanions de ce type aujourd'hui, mais on va regarder les polyanions de type SiO4, silicate ou borate. Et on finira d'ailleurs ce cours sur les polyanioniques, et ensuite vous allez voir, on va transposer sur des composés d'insertion au sodium. Alors la dernière fois, on avait vu finalement les composés polyanioniques à base de sulfate, notamment les fluorosulfates, avec les structures taborite, triplite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va tout simplement voir d'autres types de sulfates avant de progresser dans les différents types de polyanioniques et vous montrer pourquoi cette progression et dans quel but. Alors effectivement, des composés qu'on peut trouver en dehors des sulfates à base de fer, bien, c'est des composés qu'on peut obtenir par des synthèses relativement simples, synthèse par voie céramique, ou dans ce cas, bien, on peut obtenir un composé de formule lithium-2 FeSO4 deux fois, de structure, bien, dans ce cas monoclinique, ou vous avez dans ce cas eh bien, des octaèdres, ici, qui sont des octaèdres FeO6, qui sont tout simplement entourés par des tétraèdres SO4, et vous avez 6 tétraèdres SO4, qui fait finalement que vous avez ça comme, je dirais, une pale de moulin. Et ces structures, eh bien, elles permettent d'ajuster le potentiel du fer, et dans ce cas, on peut obtenir un potentiel du fer qui est aux alentours de 3,83 ou 80 volts. Alors, on peut également jouer sur les synthèses pour obtenir, je dirais, des polymorphes. Et vous avez ici un autre polymorphe qui a été obtenu par des synthèses à des températures relativement différentes. Et dans ce cas, on a une structure orthorhombique. Je dirais que les structures diffèrent par la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, eh bien, vous voyez qu'on a les octaèdres, qui sont les octaèdres FeO6, qui sont reliés à des tétraèdres, mais dans ce cas, on va tout simplement faire des chaînes en zigzag comparées à des chaînes linéaires dans la structure précédente. Mais on obtient également des composés avec des potentiels redox 3,80 ou 3,8 volts, et ces potentiels redox sont liés finalement à la connectivité entre ces différents polyèdres et surtout à la longueur des distances. Alors on peut s'amuser à compliquer ces structures et passer, comme vous allez voir ici, de composés de sulfate à des oxysulfates. Et là, je vous présente par exemple une structure d'un composé qu'on avait synthétisé il y a de cela 7 ou 8 ans, sur une phase lithium-2, Cu2O et SO4 deux fois, où là, la synthèse avait été relativement complexe pour finalement se simplifier par cette simple réaction mentionnée ici, où on obtient ce composé verdâtre, de structure relativement intéressante aussi, puisque dans ce cas, eh bien, vous avez tout simplement des dimères de Cu2O6 qui vont directement former des chaînes, qui vont directement à l'arrière du plan, et toutes ces chaînes vont être connectées par des tétraèdres SO4, à l'intérieur desquels vous allez avoir des cavités où vont se positionner le lithium. Alors ces matériaux sont relativement intéressants, avec de belles structures, et on peut obtenir dans ce cas des potentiels redox, je dirais, relativement élevés, puisqu'on travaille sur ce cas sur le potentiel Q0 plus 3, Q0 plus 2, et dans ce cas, on a un potentiel de 4,7 volts. Alors ce qui est intéressant sur ce composé, c'est qu'il a une activité en oxydation, comme mentionné ici, mais également en réduction, où on peut dans ce cas réduire le cuivre plus 2 en cuivre plus 1, avec une capacité qui est relativement conséquente. Simplement, il y a une polarisation importante, il y a un mélange entre réaction de conversion et réaction d'intercalation. Alors ce composé, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel à 4,7 volts, mais une fois de plus, en faisant cette synthèse, on a pu obtenir le potentiel que l'on souhaitait, au potentiel, mais comme vous pouvez voir ici, on se limite fortement eh bien, au retrait de lithium et à la capacité qu'on peut obtenir. Alors on a pu continuer ces recherches et montrer également qu'on peut préparer d'autres oxysulfates, notamment un oxysulfate de fer, qui n'avait pas été rapporté à ce jour, ce qui était le seul sulfate Fe2OS4 deux fois, et dans ce cas, on peut, par des réactions électrochimiques, c'est-à-dire en faisant une batterie, ou alors par des réactions chimiques, en utilisant des agents réducteurs, eh bien, on peut obtenir cette phase lithium-2 FeO-SO4 deux fois, ou dans ce cas, vous voyez qu'on peut insérer de lithium dans ce composé. Et cela se fait de façon relativement réversible, avec des capacités qui sont relativement intéressantes, aux alentours de 125 mAh par gramme. Cependant, le défaut de ce composé, c'est qu'on part
avec une phase qui est non lithiée, d'où par conséquent, on ne pourra pas l'utiliser pour les batteries à ion lithium. Un autre composé encore plus exotique est un composé dans lequel on a dans ce cas l'oxysulfate de vanadium, que l'on prépare aussi par une réaction relativement simple. C'est des réactions chimie solide avec des broyages mécaniques suivis par des recuits dans des atmosphères bien contrôlées. Et on obtient ici cette structure tétragonale de la phase lithium-2 VO SO4 fois, dans laquelle vous avez les octaèdres qui, dans ce cas, sont pontés par des tétraèdres SO4, à l'intérieur desquels on va y mettre, dans ce cas, des différents ions lithium. Et là aussi, composé intéressant, cependant, comme vous pouvez voir ici, on a des potentiels, des activités du couple V4 plus, V5+, à très haut potentiel, qui sont aux alentours de 4,7 volts. D'où, une fois de plus, on peut synthétiser une quantité, je dirais, gigantesque de matériaux, mais on est souvent limité par une figure de mérite, qui est soit la capacité, soit le potentiel. D'où, pour résumer, finalement, et terminer ce chapitre sur les fameux polyanions, les sulfates, les fluorosulfates ou les oxysulfates, voilà à peu près tous les composés qui ont été réalisés depuis, si je peux dire, à la découverte du composé lithium FeSO4F, dans lequel ici je rapporte les capacités théoriques avec ce bleu pâle et expérimentales avec ce bleu foncé. Vous voyez que certaines de ces composés sont relativement intéressantes, avec des capacités de 130 à 140, mais rappelez-vous que dans le cas de lithium FeO4, on était à des capacités de 170 mA par gramme, d'où on a là quelques difficultés. Alors, les avantages de ces matériaux, c'est une cristallochimie qui est très riche, comme j'ai pu vous le montrer, qui nous permet finalement d'ajuster les potentiels redox sur une très large potentiel. Bien sûr, c'est des composés idéaux vis-à-vis du développement durable, puisqu'on a des éléments qui sont abondants et peu coûteux, et on utilise dans ce cas, bien sûr, du fer, on a vu du cuivre et également du soufre. Mais par contre, il y a des inconvénients considérables. Ce qu'on avait déjà touché un peu, un mot la dernière fois, c'est que ces composés, ce sont des sulfates. Généralement, ces sulfates, d'abord, réagissent à l'humidité, raison pour laquelle toutes les méthodes de synthèse qu'on a développées ont été des méthodes de synthèse dans lesquelles on utilisait des milieux, je dirais, organiques la plupart du temps, ou des milieux céramiques. Et enfin, là aussi, lorsque vous regardez ces matériaux de sulfate, comme j'ai mentionné, on va y revenir par la suite, on a le polyanion qui est directement relativement lourd comparé à l'oxygène. C'est-à-dire en oxygène, c'est 16, vous mettez un polyanion, vous prenez déjà une pénalité en masse de 80 à 90 grammes. D'où par conséquent, comment contrecarrer cette faiblesse ? Voir comment on peut faire ça avec d'autres polyanions. Alors effectivement, si on regarde dans les différents polyanions, on va voir qu'il y a une grande variété de polyanions qu'on va regarder par la suite. On a, jusqu'à ce jour, étudié les phosphates, on vient de terminer les sulfates, et on s'aperçoit que si maintenant on marche dans cette direction, on va voir les silicates et les borates. Et vous voyez qu'en ce cas, les silicates, notamment SiO4 ou lithium-2 FeSiO4 qu'on va voir, et les borates vont nous apporter des gains en termes, si je peux dire, de masse, puisque ces polyanions sont relativement plus légers, d'où des capacités plus grandes, si tous les paramètres, bien sûr, sont maintenus. Alors effectivement, si on regarde ces matériaux, on s'aperçoit que ces matériaux tombent parfaitement avec les différents types de composés que l'on connaît. Donc je trace le potentiel en fonction de la capacité spécifique. Et vous avez ici directement le lithium-2 FeSiO4 qu'on va voir par la suite avec le LiFePO4 qu'on a fait la dernière fois. Vous voyez, on a les mêmes capacités. Cependant, le lithium FePO4 a un potentiel qui va être plus élevé. Alors, ce qui est intéressant sur ce matériau, lithium-2 FeSiO4, la capacité est de 166 mA par gramme si on sort un lithium. Par contre, si on pouvait directement aller à du fer plus 3 ou du fer plus 4, on pourrait sortir de lithium et avoir des capacités gigantesques. Malheureusement, les phases totalement dilithiées ne sont pas stables. Ensuite, je dirais le cauchemar de ces matériaux, on l'avait déjà mentionné, c'est des conductivités ioniques qui sont très faibles et encore bien plus faibles que ce qu'on avait vu pour lithium FePO4. Et enfin, vous allez voir, il y a une cristallochimie qui est relativement complexe sur ces matériaux, car il va y avoir de nombreux polymorphes et obtenir des produits purs va être relativement complexe et vous allez très vite comprendre pourquoi cela. En effet, si je regarde la structure de ces matériaux, si je regarde tout simplement le composé lithium-2 FeSiO4, comme vous pouvez le voir, c'est une structure ici monogénique qui peut être décrite comme finalement
un empilement tétragonal des oxygènes, au sein duquel eh bien, vous avez la moitié des tétraèdres qui sont occupés. Et ces tétraèdres, eh bien, dans ce cas, ils vont directement être reliés par des sommets. Et vous voyez déjà la problématique ici, c'est-à-dire que je vais avoir 2 cations ou 3 cations qui vont pouvoir occuper ces différents tétraèdres. Et il va y avoir, dans ce cas, des règles pour savoir comment vont s'orienter ces différents tétraèdres et ainsi de suite. Et le potentiel de ce matériau, vous avez ici une courbe électrochimique, et on y reviendra bien sûr plus longuement, où vous voyez finalement qu'on a un potentiel redox qui est aux alentours de 2,8 volts. Donc par conséquent, avec 2,8 volts, si j'arrive à sortir mes 2 lithium, je devrais être compétitif en termes de densité d'énergie. Mais voyons un peu la difficulté associée à cette structure de tétraèdres qui peuvent directement se déplacer ou plus ou moins s'orienter différemment. Et effectivement, c'est la connectivité qu'il va y avoir de ces tétraèdres qui va être responsable pour, je dirais, la quantité presque infinie presque de polymorphes à l'intérieur de ce matériau. Vous avez ici 2 types de polymorphes que je vais dénoter par les phases bêta, comme avec bêta 2 et bêta 1, qui ont une particularité. Vous voyez ici que dans ce cas, les tétraèdres de fer, rappelez-vous, ça sera FiO4 qui sera marron, SiO4, en ce cas, ce sera directement jaune, et LiO4. Eh bien, dans les structures bêta, vous voyez qu'en ce cas, tous les tétraèdres vont pointer dans la même direction par rapport au plan d'empilement. Maintenant, je vais avoir d'autres types de structures dans lesquelles je vais avoir une pagaille, si je peux dire, complète, que j'appellerai les structures gamma, dans lesquelles, dans ce cas, eh bien, vous voyez que les tétraèdres vont alterner de position haut en bas par rapport au plan d'entassement. Et on va, dans ce cas, eh bien, avoir des connectivités totalement différentes. Ici, ce sera des connectivités par les sommets, alors que là, ça va être des connectivités par des arêtes, entre, dans ce cas, des tétraèdres FiO4, LiO4, dans ce cas, entre 2 tétraèdres LiO4 différents sites, et ainsi de suite. Donc voilà ces différents types de structures. Alors la question, et bien sûr, c'est comment on va pouvoir synthétiser ces matériaux, connaissant qu'il y a tant de polymorphes, et donc finalement l'énergie, ou la différence d'énergie entre ces polymorphes est relativement faible. Et alors on va retrouver, je dirais, toutes les méthodes de synthèse classiques que l'on a en chimie du solide. Ça va être la voie céramique, dans laquelle ici, je vous ai mentionné le type de réaction qui se passe, avec les différents types de précurseurs, dans lequel on va utiliser des oxalates de fer, on va utiliser aussi également SiO2, du lithium carbonate et ainsi de suite. Avec, bien sûr, chaque fois des atmosphères réductrices, puisqu'on veut directement stabiliser le fer plus 2. On a aussi des méthodes Sol-Gel, c'est-à-dire des méthodes qu'on va, dans ce cas, mélanger les produits en solution à température ambiante et ensuite les recuire à plus haute température, ou dans ce cas, on voit une fois de plus des oxalates, mais on aperçoit maintenant des acétates de lithium, ou alors même dans le cas pour le silicium, eh bien, le précurseur sera dans cela l'orthosilicate tétraéthyle, comme indiqué ici, ou connu sous le nom de Théos. Donc voilà, si vous voulez, ces méthodes de synthèse. Et enfin, il y aura des méthodes de synthèse qui sont par voie hydrothermale, où là, on va utiliser le dichlorure de fer avec directement l'hydroxyde de lithium pour obtenir cette phase. Alors, vous allez voir ici que, bien sûr, dans ce cas, il va y avoir beaucoup de manips, beaucoup de composés, dont eh bien, les phases ou les structures vont dépendre des températures de chauffe, vont dépendre des natures de l'atmosphère, mais également des vitesses de refroidissement ou de montée en température. On ne va pas bien sûr aller sur tous les types de phases qu'on va obtenir, mais je vais essayer de vous illustrer cela à travers 3 types de polymorphes, et on va voir comment on peut faire de la chimie ou de l'électrochimie à partir de cela. Alors ces 3 types de polymorphes, ces 3 types de conditions, eh bien, j'ai choisi pour illustrer mes propos de regarder les phases qui ont été préparées à des températures de 900 degrés, 700 degrés C et 200 degrés C. La dernière, bien sûr, étant préparée par des voies solutions. Et maintenant, eh bien, on obtient ces diagrammes de poudre indiqués ici, bon, qui ont pu être bien sûr résolus, et les structures, je dirais, associées sont indiquées ici. Et vous voyez exactement ce que vous avez dit, c'est que dans ce cas, eh bien, on a effectivement dans la phase bêta 2, vous voyez que tous les tétraèdres, ou dans ce cas, vous avez les tétraèdres qui sont les tétraèdres LiO4 et en jaune, dans ce cas, FiO4, ainsi de suite. Vous voyez que tous les tétraèdres, dans ce cas, pointent vers le haut et au-dessus des plans. Et ensuite, vous voyez qu'on a les phases gamma S et gamma 2. Et bien, dans ce cas, vous avez tout simplement des tétraèdres alternés
qui, dans un cas, prépare une seule arête, et dans ce cas, vous avez même 3 tétraèdres qui partagent 2 arêtes, comme indiqué ici. D'où voilà directement les différents types de structures. Alors la question, c'est comment ces structures vont influencer les propriétés électrochimiques. Alors vous allez voir, finalement, il n'y a pas y avoir une grande influence, car tout va se résoudre dans le premier cycle. En effet, si je regarde le comportement électrochimique de ces phases, qui est la phase, grosso modo, c'est les différents polymorphes de lithium 2, Fe et CO4, eh bien, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois tout simplement, c'est très important, ma première charge, c'est la courbe en rouge, et ensuite mes cycles suivants. Et vous voyez que la première charge, eh bien, est totalement différente des autres. Donc, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose durant cette première charge. Par contre, on peut regarder que si je trace la dérivée, eh bien, cette première charge, elle va avoir lieu à un potentiel bien défini. D'où, sur cette courbe, a priori, on ne peut pas voir grand-chose. Si on veut voir des différences entre ces différents polymorphes, il va falloir faire des mesures en circuit ouvert. Et si je fais des mesures en circuit ouvert, je m'aperçois finalement que les potentiels d'équilibre, lors de la première charge, sont différents selon les différents polymorphes. Et vous avez ici les valeurs où on passe de 3,13 à 3,10 et à 3,06. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on voit au niveau dérivé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle est l'origine de cette différence potentielle? Bien, pour avoir une réponse à cela, eh bien, j'ai tracé ici tout simplement d'abord les dérivés et ensuite directement les valeurs des liaisons F et O, car ce sont les liaisons qui vont déterminer finalement le potentiel redox en fonction des différentes phases que je vais mentionner. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsque je passe à la phase β 2, à la phase gamma S ou la phase gamma 2, si je prends les distances F et O ici, eh bien, ces distances diminuent. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, mon degré de covalence va tout simplement augmenter. Bien, ce qui est parfaitement en accord avec tout ce que je vous ai raconté durant les cours précédents, c'est-à-dire que le potentiel redox est lié à l'ionocovalence en liaison, et plus vous serez ionique, plus le potentiel sera élevé. Donc c'est la raison pour laquelle la phase qui est la plus covalente a le potentiel, je dirais, le plus faible. Alors la question maintenant, c'est de savoir que se passe-t-il lors de cette fameuse charge. Bien, lors de cette fameuse charge, eh bien, voilà tout simplement des manips in situ, mais dans ce cas-là, je vous ai rapporté seulement les diagrammes de diffraction X associés à l'état pristine, à l'état chargé et à l'état déchargé. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des diagrammes de diffraction X qui sont totalement différents, et surtout, vous voyez qu'on ne revient pas du tout à la phase initiale. Bien, pourquoi? Bien, tout simplement, tout ça est dû au fameux tétraèdre dans lequel il va y avoir un mélange considérable de migration de cationiques entre les sites du fer et les sites du lithium dont je vous ai mentionné auparavant. Et vous voyez ici que finalement la symétrie, je dirais, est relativement la même. Par contre, dans ce cas, on s'aperçoit finalement qu'on a l'occupation des sites tétraédriques est totalement différente. Mais ce changement structural, eh bien, il va se produire lors de la première charge, et ensuite, finalement, les trois produits, mais où les différents polymorphes seront identiques. D'où on va voir maintenant ce qui se passe. D'où la question, c'est finalement de préparer ces matériaux et de faire en sorte qu'on ait des propriétés électrochimiques relativement bonnes en puissance et en cyclage, et en gardant en mémoire que leur conductivité ionique est très faible. D'où on va maintenant passer à la façon dont les chercheurs ont, au cours des années, synthétisé ces matériaux, ces phases, pour aboutir à de bonnes propriétés électrochimiques. Et ici, je vous illustre le cas d'une méthode qui a été pour préparer des composites, avec, dans ce cas, je dirais, un enrobage par du carbone et du graphène, qui est relativement sophistiqué. Cette méthode a été faite, comme indiqué ici, par une voie sol-gel, dans laquelle vous avez les différents ingrédients que vous mélangez dans une solution eau-alcool, et ensuite, bien, vous ajoutez tout simplement une solution de théos, qui est l'orthosilicate, dans, je dirais, ce mélange, pour ensuite obtenir un gel que vous allez sécher et que vous allez finalement recuire à haute température pour obtenir les particules de lithium 2 FeCO4 entourées de ce carbone amorphe et de ce graphène réduit. Et grâce à cela, eh bien, effectivement, on peut voir qu'il y a une amélioration au niveau de la conductivité, comme vous le voyez sur le diagramme Nyquist indiqué ici, en comparant
le composé rouge, qui est tout simplement le composé, la courbe rouge, qui est associée au composé dans lequel j'ai tout simplement fait le dépôt de carbone et d'oxyde de graphène réduit par rapport au composé initial. Et tout cela se traduit effectivement par de meilleures performances en termes d'électrochimie, puisqu'on peut obtenir des capacités pas loin des capacités théoriques de 160 à 170, comme indiqué ici. Et on voit que là, dans ce cas, malgré que ce matériau soit un très mauvais conducteur ionique, on peut obtenir des performances qui sont relativement raisonnables à des régimes qui peuvent aller jusqu'à 5, voire 10 C. Tout ça, c'est une approche qui a été je dirais, développée, et d'autres approches qui sont allées, je dirais, dans le même esprit, a été tout simplement de faire, dans ce cas, des dépôts ou des nanofilaments qui vont être, dans ce cas, enrobés par du carbone. Et là aussi, je vous rapporte les méthodes de synthèse. Ces méthodes de synthèse dans lesquelles vous trouvez plus ou moins les mêmes précurseurs, des nitrates de fer. Vous trouvez ici directement des latex, vous trouvez de thiox, et ainsi de suite. Et dans ce cas, on a des procédés basse température dans lesquels on va obtenir, je dirais, une homogénéité du mélange pour ensuite, finalement, faire des réductions à haute température, toujours sous argon, pour obtenir, finalement, ces barreaux ou ces filaments, je devrais dire, nanométriques, enrobés de carbone de la phase lithium 2 FeSiO4. Les comportements électrochimiques sont indiqués ici. Vous voyez la différence entre les nanoparticules et les nanofilaments, où on permet d'augmenter, je dirais, la capacité retirée du matériau. Et également, on peut voir que maintenant, en puissance, on a une meilleure performance lorsqu'on a ces nanofilaments enrobés de carbone par rapport aux nanoparticules. Mais la question qu'on peut avoir, c'est qu'on arrive à avoir la capacité, mais maintenant le potentiel n'est pas assez élevé. Donc la question, c'est comment on peut augmenter ce potentiel. Alors comment on peut augmenter ce potentiel? Vous savez ça, puisqu'on avait déjà vu ça par l'effet inductif. Cet effet inductif, on peut le calculer. Il y a eu des calculs de DFT qui ont été effectués. Et dans ces calculs de DFT, on s'aperçoit ici qu'on peut, en fonction du poulet anion, et tout simplement définir quel va être le potentiel d'intercalation en, bien sûr, prenant en compte les valeurs d'électronégativité et ainsi de suite. Et en faisant cela, on s'aperçoit finalement que si on veut directement sortir du fer, on a les différents éléments que sont le vanadium, le manganèse, le cobalt et le nickel. Alors bien sûr, et ça va être finalement un point clé durant cette présentation aujourd'hui, vous allez voir que les approches qui sont prises dans le domaine de la communauté des batteries pour améliorer les matériaux vont être systématiquement identiques. Lorsque vous avez un matériau, les méthodes de synthèse vont être appliquées de la même façon, et toutes les substitutions, vous allez voir, c'est assez marrant d'ailleurs, ça va se répéter systématiquement sans aucune innovation. D'où, dans ce cas, automatiquement, on va tenter le cas du nickel. Cela a été tanké, mais le cas du nickel, bien sûr, les potentiels redox sont tellement élevés qu'on n'a pas les électrolytes pour aller retirer le lithium des composés au nickel. D'où, par conséquent, on va descendre sur les composés au cobalt. Les composés au cobalt, maintenant, on commence à voir une certaine activité électrochimique, mais qui est relativement faible. Elle est à des potentiels de 4,2 ou 4,3, qui est un peu en accord avec la théorie. Vous voyez qu'ici, les capacités sont ridicules, car on n'a pas accès totalement à ce cobalt. D'où, par conséquent, on va descendre, et on va maintenant essayer d'aller voir si on ne peut pas faire l'équivalent de la phase au fer avec le manganèse. Cela peut se faire, et vous avez ici tout simplement des mesures où des matériaux qui ont été obtenus par une voie solvothermale assistée par un procédé micro-ondes, et où les chercheurs ont pu obtenir cette phase lithium-2, MnSiO4, avec l'aspect, je dirais, nanométrique, et de nouveau avec un enrobage de carbone. Et effectivement, lorsque vous faites ça, on peut obtenir ce composé, lithium-2, MnSiO4, où vous avez une capacité de 200 mAh par gramme, avec, de nouveau, des performances en puissance qui sont relativement raisonnables. Et la question maintenant, c'est de savoir quelles sont finalement les propriétés de ce matériau en tant que problème, les mécanismes d'oxydation et de réduction. On peut regarder ça par des mesures de diffraction X. Et lorsqu'on regarde par ces mesures de diffraction X, vous voyez qu'en ce cas, on part d'un matériau qui est bien cristallisé. Et au fur et à mesure de la première charge, on a un matériau qui devient totalement amorphe. Et ensuite,
eh bien, on va cycler tout simplement entre des phases amorphes. Alors, quelle est la difficulté de tout cela? Effectivement, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez dire, bon, on a augmenté le potentiel, on a augmenté la capacité, quelles sont maintenant les performances en cyclage? Et lorsqu'on regarde en cyclage, eh bien, on s'aperçoit que voyez la phase lithium 2, FeSiO4 en vert, et voyez la phase avec le manganèse en violet. Et vous voyez qu'il y a une chute drastique, tout simplement, de la capacité en cyclage, pour deux raisons. Le problème, c'est tout simplement la non-stabilité de la structure des lithiers, et l'autre raison, celle qu'on a déjà vue fortement et associée au manganèse, eh bien, c'est tout simplement l'effet Jahn-Teller qui fait en sorte qu'on a, dans le cas du manganèse plus 3, de grands risques de dissolution. Alors la question, c'est comment remédier à cela? Eh bien, vous allez voir, comme on l'avait vu dans le passé, eh bien, ça va être la même chose. On va maintenant faire des substitutions chimiques. Et on va tout simplement faire, dans ce cas, remplacer le fer par du manganèse. Et rappelez-vous, on avait fait la même chose dans le cas de lithium FeO4, où on avait voulu augmenter le potentiel. On est allé à lithium NPO4, problème de stabilité, et on était redescendu sur des mixtes. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, où on va pouvoir, dans ce cas, grâce à cette astuce, si je peux dire d'une astuce, à faire cette substitution, on va pouvoir, dans ce cas, préparer des phases avec des compositions intermédiaires. Vous avez ici la phase 0,25 et la phase 0,25 indiquée ici. Ouais. Et, il doit y avoir une erreur, ça doit être 0,5 ici. Et vous voyez ici qu'on a dans ce cas les deux couples redox dans un révélé différencié entre le fer plus 2 et le fer plus 3 et le manganèse 2 plus manganèse plus 3. D'où par conséquent, dans ce cas, eh bien, on améliore, si je peux dire, les performances en termes de capacité ou densité d'énergie par rapport aux produits terminaux. Par contre, on a encore des problèmes de tenue en cyclage. Alors, un dernier recours pour travailler sur ces composés, eh bien, c'est pour repasser à la phase dont je vous ai mentionné dans les prédictions théoriques de DFT sur les phases au vanadium. Et c'est là des travaux qu'on avait entrepris aussi il y a pas mal d'années sur des phases des oxysilicates de vanadium, comme indiqué ici, où dans ce cas, on peut synthétiser, par ces méthodes de synthèse céramique, eh bien, des produits de type lithium-2O VSiO4, qui ont cette structure lamellaire avec, dans ce cas, les feuillets VOSiO4, et ces composés, eh bien, là aussi, présentent, je dirais, des intérêts. Cependant, une fois de plus, c'est des composés qui sont, d'un point de vue ionique, très isolants. Tout par conséquent, on a recours au broyage pour augmenter leur activité électrochimique. Et d'ailleurs, vous voyez ici qu'au fur et à mesure que je vais tout simplement broyer le matériau, eh bien, je vais tout simplement augmenter son activité électrochimique. Lorsqu'on peut, et on réussit à faire de tels composés, eh bien, on a dans ce cas, on peut avoir un potentiel de 3,65 volts avec des capacités qui sont alentours, malheureusement, que de 90 à 100 mA par gramme. Mais là aussi, on a des conductivités, je dirais, ioniques qui sont relativement importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, eh bien, on a, lors du mécanisme réactionnel, un biphasage. Et ce qui est relativement, je dirais, assez beau d'un point de vue expérience, c'est que lorsqu'on regarde ces photos de microscopie, on s'aperçoit que lorsqu'on fait l'intercalation ou la détercalation du lithium de ce matériau, on arrive à localiser à la surface du matériau les canaux par lesquels, ou les feuillets, par lesquels directement le lithium peut entrer ou sortir de cette structure. Donc voilà, si vous voulez, où sont les recherches sur ces types de silicates. Alors pour finalement résumer un peu tous les travaux qu'il y a eu sur ces composés polyanioniques du type SiO4, soit au fer, soit au manganèse, ou ainsi de suite, eh bien, je résume tout cela ici en montrant l'importance de la synthèse, donc j'ai mentionné synthèse géothermale, avec les différents types de polymorphes que l'on peut obtenir. Ensuite, eh bien, on peut, dans ce cas, avoir cette intercalation à 2,80 volts. On a montré que l'on peut, dans ce cas, eh bien, modifier ces potentiels redox et ces rendements en jouant sur les substitutions, que ce soit au niveau du manganèse ou alors au niveau du cobalt. Mais là aussi, eh bien, on a également ces matériaux. Du moment où ils ont un potentiel de 2,8 volts, rappelez-vous la limite de réactivité à l'humidité aux alentours de 3 volts, eh bien, ces matériaux vont réagir à l'humidité et à l'air, et par conséquent, on a un processus de lithiation, comme indiqué ici, en passant, si vous laissez lithium de FeSiO4 à l'air, vous allez directement, après quelques jours, et obtenir tout simplement une phase, je dirais,
lithium FeSiO4. D'où la difficulté, c'est que des changements structuraux durant la première et la deuxième décharge. Le silicium et le fer, bon, c'est avantageux car c'est peu coûteux, mais c'est des systèmes complexes. La conductivité est un handicap et la capacité est trop faible. Mais cependant, lorsque ce matériau a été étudié pour la première fois comme matériau d'électrode, il y a beaucoup de compagnies qui sont excitées, notamment une compagnie par le nom de Lithium FSI en Suède, qui a été créée pour développer ce matériau, lithium de FeSiO4, comme cathode pour des batteries à ion lithium. Aujourd'hui, la compagnie a abandonné totalement ce matériau, mais par contre produit des NMC ou des matériaux classiques que sont LFP et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'est l'histoire des silicates, dont vous n'allez pas entendre beaucoup parler dans le domaine des matériaux d'électrode pour les batteries. Alors passons également à un autre polyanion, qui je dirais va être même pire, qui est tout simplement les borates. Alors les borates, c'est intéressant, de nouveau, lorsqu'on regarde d'un point de vue théorique, que ce soit pour faire des manips, c'est bon puisqu'on a finalement tous les paramètres avec nous. Et effectivement, dans ce cas, regardez, on est en train presque de diviser, j'exagère, par 2, parce qu'on passe des sulfates au borate à la masse, et on passe dans ce cas à des capacités de 220 mAh par gramme. Et là aussi, si on fait des calculs, eh bien, on aurait des densités d'énergie qui seraient supérieures à celles de lithium FePO4. Toujours pareil, ces composés, on les connaissait depuis un petit moment, depuis les années 470, et la question c'est comment on peut, dans ce cas, voir ou améliorer leur conductivité. Alors, les premières manips qui ont été faites sur ce composé ont été, je dirais, peu concluantes. Vous avez tout simplement ici la phase lithium FeBO3, dans laquelle, dans ce cas, il y avait seulement 0,1% de carbone qui a été broyé au carbone, ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, on pouvait obtenir finalement rien de la capacité de ce composé. Par contre, eh bien, si maintenant on augmente le taux de carbone, on s'aperçoit, avec le cyclovoltammogramme en rouge, que l'on peut avoir accès à pas mal de capacités de ce matériau. Donc c'est la raison pour laquelle il y a pas mal d'études qui ont suivi pour, une fois de plus, travailler sur la morphologie de ce matériau, travailler sur la taille des particules, afin de le transformer en un matériau utile. Alors la synthèse, eh bien, est une synthèse qui est mentionnée ici. Alors là aussi, c'est des synthèses qui sont directement dans des atmosphères contrôlées et qui doivent être effectuées sous argon pour la bonne et simple raison, d'une fois de plus, que vous voulez du fer plus 2. La structure de ce matériau, eh bien, elle est indiquée ici. Elle est constituée de bipyramide trigonale FeO5 qui, dans ce cas, forment ces chaînes ondulées le long de l'axe C et qui sont reliées entre elles directement par les unités planaires BO3. Et le lithium va aller se loger dans les cavités qui vont rester à l'intérieur de ces canaux, qui sont des cavités ou des tétraédriques. Et d'ailleurs, les lithium O4 partagent des faces, comme indiqué ici, pour former des chaînes qui vont directement dans la direction indiquée. La propriété électrochimique de ce composé, eh bien, vous pouvez le voir ici. Voilà des mesures de potentiel en fonction de la capacité, dans lesquelles on a un potentiel redox de 2,7 volts, et on peut obtenir 90% de la capacité théorique par ce matériau, ce qui est relativement intéressant pour les premières expériences qui ont été faites là-dessus. Mais comme on verra par la suite, ce matériau est très sensible à l'humidité. Alors, le mécanisme, dans ce cas, eh bien, vous allez voir, ce n'est plus un mécanisme biphasé, mais c'est un mécanisme solution solide, où on fait des études in situ, dans lesquelles j'ai rapporté ici seulement quelques diagrammes de diffraction X. On s'aperçoit qu'on a finalement un déplacement continu ou monotone des différents de pics, et si on trace les paramètres de maille, que ce soit A, B, C, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une variation linéaire. Alors, en changement de volume, eh bien, ce matériau est relativement intéressant, puisqu'on peut mettre, dans ce cas, un lithium, et si on regarde finalement l'expansion ou la contraction du volume, ou le taux de contrainte qu'il va y avoir lorsque vous allez mettre du lithium ou non dans ce matériau, mais vous apercevez qu'en ce cas, c'est certainement un des matériaux qui a de moins de contraintes lors de l'intercalation, bien sûr, mis à part lithium 4 et I512 que nous avons déjà vu, où dans ce cas, eh bien, on a une contrainte pratiquement nulle. Si on regarde ensuite, eh bien, au niveau performance en puissance, eh bien, on s'aperçoit qu'en performance en puissance, eh bien, là aussi, on a, je dirais, des performances qui sont relativement honnêtes, puisqu'à 1C, on a quand même, je dis, 80% de la capacité initiale,
et on a une tenue en capacité du moins jusqu'à une trentaine ou quarantaine de cycles, vous allez voir plus par la suite, qui est aussi parfaitement correcte. D'où effectivement, c'est là une fois de plus, où grâce à ce passage à l'échelle nanométrique, et grâce à cette application de carbone autour des particules, où on a pu transformer un matériau isolant en un matériau qui descend au niveau des propriétés électrochimiques pour électrodes. Alors, la difficulté ici, c'est qu'on a des matériaux qui sont extrêmement sensitifs à l'humidité et à l'air. Et en effet, si je prends ce matériau, et vous avez ici un exemple, et si je regarde la variation de l'état d'oxydation du fer, par bien sûr des études de Maas-Bauer, eh on s'aperçoit que dans ce cas, exposé à l'air un jour, eh bien, on a tout simplement une modification de plus de 30% de l'état d'oxydation du fer. Et cela, eh bien, on peut regarder ce qui se passe en fonction du temps. Et vous voyez le matériau vierge, le matériau un jour, une semaine, et vous voyez qu'après une semaine, eh bien, le matériau est, je dirais, transformé à plus ou moins 90%, c'est-à-dire, dans ce cas, vous n'avez plus de Fe plus 2 dans votre matériau, mais vous avez seulement du Fe plus 3. Alors, ce qui se passe, eh bien, c'est une méthode classique de matériaux qui réagissent à l'air et à l'humidité. C'est le modèle cœur-coquille. Vous avez tout simplement une attaque par l'humidité et par l'air pour avoir une décomposition du matériau, retrait de lithium qui va migrer vers l'extérieur et former du lithium OH et ainsi de suite. D'où voilà la difficulté qu'il y a ici. Alors, une fois de plus, vous avez ici le matériau, vous avez le problème, et la question c'est comment lever ce verrou technologique. Bon, ce verrou technologique, rappelez-vous, il est là, car le potentiel redox est de 2,95 volts, ou 2,8. D'où par conséquent, si on veut directement contrecarrer ce problème, il va falloir dessiner des matériaux avec des potentiels redox plus élevés. D'où, comme je vous ai fait maintenant maintes fois, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer au manganèse. Et on passe au manganèse et on va faire les matériaux avec le manganèse, dans lequel on va faire la phase lithium MnBO3. Et cette phase lithium MnBO3, eh bien, dans ce cas, on peut obtenir des capacités également de 200 mAh par gramme. Et dans ce cas, eh bien, ces matériaux sont beaucoup plus stables à l'air, comme indiqué ici. Et pour continuer dans la même démarche, eh bien, on va passer à la phase au cobalt. Et là aussi, pas une grande surprise, on a un potentiel plus élevé, mais bien sûr, dans la phase du cobalt, eh bien, on peut retirer qu'une légère fraction je dirais, de lithium. D'où, voilà, une fois de plus. Alors, l'approche suivante, maintenant vous pouvez faire donner mon cours, c'est quoi? Le prochain transparent. Eh bien, on va faire comme on a fait auparavant. Eh bien, on va maintenant mélanger, vous allez voir, du manganèse avec du fer. Et effectivement, vous pouvez mélanger ou faire la solution solide, eh bien, lithium FePO3, lithium MnBO3. Alors là, il y a une petite complication, car si on regarde les structures des composés finaux, c'est-à-dire le fer et le manganèse, c'est des structures différentes si on travaille à des températures de synthèse supérieures à 800 degrés ou 900 degrés. D'où par conséquent, on va faire ces solutions solides à des températures inférieures et on va tout simplement, maintenant, passer d'une structure monoclinique à une structure monoclinique et on va suivre une solution solide. On a une solution solide, de façon classique, eh bien on va tout simplement voir quelle va être la courbe électrochimique associée aux différentes compositions pour trouver une composition idéale qui va nous permettre un compromis entre stabilité à l'humidité et rendement électrochimique. Et dans ce cas, eh bien, voilà tout simplement la composition qu'on va directement développer, qui est la composition lithium, manganèse 0,5, Fe0,5, BO3, carbone, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, ce qui est intéressant, c'est quand même on a une solution solide et on voit Fe plus 3, on a les deux couples, mais cependant, dans ce cas, eh bien, on va suivre simplement une solution solide, on n'aura pas un domaine biphasé. Et grâce à cela, eh bien, on a également, je dirais, amélioré la réactivité vis-à-vis de l'humidité. D'où la dernière question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur ces matériaux? Et finalement, selon une idée qu'on a déjà vue auparavant, dans d'autres polymères ioniques, pour faire en sorte qu'on améliore toujours la résistance à l'humidité. Eh bien, on va voir tout simplement que dans ce cas, on va pouvoir faire d'autres chimies, et notamment jouer sur la condensation des borates.
Alors si je regarde, eh bien, dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien, je suis passé du fer, manganèse au cobalt et j'augmente mon potentiel. La question, est-ce qu'on peut faire autrement? Eh bien, la réponse, eh bien, on la connaît déjà, puisqu'on s'est déjà inspiré, on l'a traité, puisqu'on peut tout simplement maintenant passer d'un phosphate à un pyrophosphate, c'est-à-dire de faire la condensation des polyanions. Et dans ce cas, vous voyez que j'ai mon polyanion PO4-3-, et je peux passer au pyrophosphate comme indiqué ici. Et si on fait cela, eh bien, on peut légèrement augmenter le potentiel, avec cependant le défaut, c'est que, vous voyez, on va dans ce cas décroître la capacité, puisque je vais finalement presque doubler mon poids. D'où vous voyez, on ne peut jamais jouer sur... chaque fois qu'on va améliorer un paramètre, eh bien, on a certainement une difficulté sur d'autres. Alors effectivement, on va voir que cela est possible dans le cas des borates, et effectivement, si on peut appliquer le même concept, puisque, eh bien, on a BO3, 3-, et, bien sûr, on a dans ce cas la possibilité de faire de complexer de borates pour faire des polyanions de type B2O5, 4-. Eh bien, c'est ce qu'on avait entrepris, et où on a préparé des phases, dont indiqué ici. Vous voyez une synthèse céramique de ce fameux composé lithium 6 Su-B4O10, dans lequel vous obtenez ce fameux bleu, ce pigment bleu. On vous a montré un pigment bleu avant, vous en avez un qui est encore, je dirais, aussi spectaculaire ici, ou d'une beauté aussi rare. Et dans ce cas, eh bien, on peut obtenir ce matériau avec une structure qui est une maille très clinique dans ce cas, où on a dans ce cas des dimères ou des cuivres plan carré qui vont directement être, dans ce cas, pontés ou s'accrocher par les sommets à cette unité B2O5 2-. Et ils vont s'aligner parallèlement à l'axe C pour déterminer cette structure à l'intérieur desquelles vous allez pouvoir mettre du lithium. Et lorsque je regarde eh bien, ce composé, là aussi intéressant, cependant l'activité électrochimique eh bien, est relativement limitée. On peut, une fois de plus, on l'a déjà vu, atteindre eh bien, un redox de 4,2 volts avec le couple Q plus 3, Q plus 2, mais là aussi, oui, c'est bon, voilà. Là aussi, eh bien, c'est pas terrible. D'où, pour terminer, finalement, tout cet exposé sur les composés polyanioniques et sur notamment les silicates et les borates, mais je vais vous montrer en transparent ce qui se passe dans le domaine lorsqu'on est totalement désespéré. Et lorsque finalement, on peut tenter n'importe quoi pour obtenir un matériau. Et j'ai trouvé ce papier intéressant. Je ne dis pas que la qualité de la science est superbe, mais voir ce que les gens peuvent faire. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on n'arrive à rien à faire de correct, de maîtriser, mais on va tout mélanger ensemble. C'est-à-dire que dans ce cas, vous allez avoir un récipient dans lequel je vais essayer de faire du LFP, du lithium ion borate et lithium ion silicone. Donc on va mettre tous les ingrédients à l'intérieur. On va y ajouter tout simplement, bien dans ce cas, du TiOS pour apporter la source de lithium. On va faire un gel pour ensuite eh bien, recuire ce gel pour obtenir un composite dans lequel, eh bien, théoriquement, on va espérer religieusement que ce matériau eh bien, puisse avoir des propriétés. Et bien sûr, tout cela, comme toujours, va être supporté par des photos de microscopie ou de façon magique. On aperçoit que finalement, il y a la coexistence des trois composés, LFP, lithium fer, silicium, lithium borate, et voilà directement les performances électrochimiques de ce composé, dans lequel, dans ce cas, eh bien, le composite vous donne une capacité de 200 mAh par gramme, avec des tenues en cyclage ou des puissances qui sont relativement correctes, 2C, et ainsi de suite. Et bien sûr, dans ce papier, vous avez bien sûr le mécanisme, qui est le rêve, comment cette fameuse composite fonctionne, avec le rôle de chacun des constituants, que ce soit lithium 2 FeSiO4, je vous ai mentionné qu'il y avait une conductivité ionique qui est relativement faible, eh bien, c'est lithium FbO3 qui va venir entourer ce FeSi4 pour amener la conductivité ionique, et par la suite, il y a une fracture des molécules, eh bien, c'est le LFP qui va jouer le rôle de ça. Donc voilà un peu des travaux que l'on voit dans ces systèmes polyanioniques. D'où, pour conclure, et cette fois c'est vraiment pour conclure les polyanioniques, eh bien, ce qu'on a vu dans le cas du lithium, on a vu l'an dernier les composés 2D. Cette année, je vous ai montré finalement les composés 3D, où on est parti avec les spinels, et on est passé par tous ces composés polyanioniques avec tout le grand nombre de composés que je vous ai mentionnés ici, et
comme vous pouvez le voir, on a pas mal de matériaux, mais qui ne peuvent rentrer en compétition avec les lamellaires en termes de densité d'énergie. Mais cependant, malgré cela, malgré qu'en termes de densité d'énergie, on ne peut rentrer en compétition avec les lamellaires, on s'aperçoit que dans le futur, dans la future utilisation des matériaux d'électrode, eh bien, ces polyanioniques, notamment avec LFP, vont prendre une plus grande partie du marché. Et cela veut dire que dans le futur, ce n'est pas automatiquement la densité d'énergie qui sera toujours la meilleure figure de mérite, mais l'aspect environnemental peut jouer un rôle important. D'où c'est la raison pour laquelle maintenant, eh bien, je vais directement arrêter tous ces composés 3D vis-à-vis du lithium, comme j'avais mentionné à le cours, et on va maintenant voir quels sont ces composés 3D vis-à-vis du sodium. D'où on va passer maintenant aux recherches qu'il y a eu durant ces 5 ou 10 dernières années sur les composés au sodium. Alors, c'est ce composé au sodium, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, c'est des composés qui ont été travaillés, étudiés pendant pas mal d'années jusqu'en 2012, et récemment, il y a eu toute une explosion des différents composés que l'on pouvait synthétiser pour le matériau d'électrode pour les batteries à ion sodium. Et vous avez ici tout, je dirais, un panel de composés. Alors, ce qui est intéressant, et heureusement pour nous finalement, parce que la technologie sodium-ion ne sera rien d'autre qu'un clone de lithium-ion, où on s'aperçoit qu'on va retrouver les mêmes phases, qui vont être les phases, je dirais, lamellaires, les phases 3D, et des phases qu'on va voir qui n'étaient pas tellement étudiées dans le cas du lithium, qui sont les bleus de Prusse. D'aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement commencer à faire une étude de ces différents composés 3D. Alors, la technologie à ion sodium, aujourd'hui, elle est séparée entre... Il y a 3 chimies. Une chimie des oxydes lamellaires, dont je vous avais mentionné, dont je l'avais décrit l'an dernier, et une chimie des polyanioniques, qui sont les phases Na3, V2, PO4, 2, F3, qu'on va dénoter NVPF par la suite, et il va y avoir par la suite les bleus de Prusse, comme indiqué ici, dont la formule est indiquée. Alors l'an dernier, eh bien, je vous ai traité finalement ces composés 2D, et bien cette année, on va tout simplement voir ces composés 3D dans le cas des matériaux polyanioniques pour ces batteries à ion sodium. Alors finalement, le premier matériau, puisque vous avez dit que le sodium-ion était un clone de lithium-ion, eh bien on avait commencé dans le cas du lithium-ion par les composés LFP. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des composés NFP dans le cas directement du sodium? Alors pour cela, eh bien, vous avez ici tout simplement la structure de la phase lithium-PO4, qui est une structure olivine. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre cette phase, faire une oxydation chimique avec un agent oxydant qui va être en ce cas NO2BF4 dans l'acétonitrile pour obtenir cette phase FPO4. Et ensuite, dans cette phase FPO4, on va pouvoir, en changeant notre électron négatif électrolyte, bien insérer le sodium pour obtenir une phase NaFPO4 de structure olivine. Et ça se fait, malheureusement, regardez ici. Ça se fait à des régimes relativement lents de C sur 100. Et ce qui est intéressant de ce composé, bon, bien sûr, totalement inutile du point de vue application, mais ce qui est intéressant, c'est la courbe électrochimique, où effectivement on peut mettre un sodium, mais surtout la différence entre la charge et la décharge, où on peut ici détecter une phase métastable, une phase sodium 2 tiers FPO4, phase qu'on avait, je dirais, suspectée dans le cas de LiFPO4. Et cette phase, eh bien, elle provient tout simplement d'un certain arrangement de lacunes du sodium dans cette structure olivine, associé avec un ordre de charge Fe2+, Fe3+. D'où ce matériau, je dirais, d'un point de vue fondamental, a été intéressant pour la compréhension de lithium FPO4. Par contre, eh bien, cette phase NaFPO4, elle existe dans une structure qui est différente, qui est la structure maricite. Cette structure maricite, je dirais, est la même que la structure olivine. La différence, c'est que dans ce cas, eh bien, dans la structure olivine, eh bien, les sites Me1 étaient occupés par le sodium et Me2 par les cations. Dans la structure maricite, vous avez un changement total de ces différentes occupations. Et si on regarde la courbe électrochimique, on s'aperçoit ici qu'on a tout simplement une première charge qui, une fois de plus, est différente des charges, je dirais, successives. Et ce qui se passe, eh bien, vous voyez qu'en ce matériau, on a quand même, je dirais, de bonnes performances en puissance, de bonnes tenues en rétention,
mais ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on a une transformation de la structure marésite à une structure amorphe, due tout simplement au déplacement des cations dans les différents sites lors du retrait du lithium. Et on ne va pas vers une phase qui est une phase olivine qui serait moins thermodynamiquement stable, mais il y a un désordre complet et une amorphisation du matériau. D'où, là aussi, un composé qui est intéressant d'un point de vue fondamental, mais peu intéressant d'un point de vue pratique. Ensuite, il y a eu d'autres études sur des composés, je dirais, reliés, dans lesquels maintenant on va rajouter du fluor, comme on avait vu dans le cas des phases lithium, FePO4F, où par cette simple synthèse, on peut obtenir ce matériau qui a, dans ce cas, un potentiel, je dirais, marqué ici de 3,5 volts. La structure est une structure dans laquelle, dans ce cas, eh bien, on va avoir, dans ce cas, une condensation des octaèdres FeO4, Fe2, pour donner des bioctaèdres Fe2O7, Fe2, et qui vont former, je dirais, des chaînes qui vont être dans ce cas, pontées par des tétraèdres SO4. Et on regarde ici ce qui est l'avantage, c'est que lorsqu'on fait l'insertion et la déinsertion, eh bien, on n'a pas un domaine biphasé, mais on a une solution solide avec un changement de volume qui est, je dirais, relativement faible, de 3,7%. Et enfin, une autre phase qui est basée, là aussi, sur un mélange, je dirais, de poulet anion, qui est une phase Na, Fe3, P2O4 et P2O7, où dans ce cas, eh bien, on peut également avoir des potentiels aux alentours de 3 volts avec de faibles changements de volume aux alentours de 3,7%. D'où là, c'est un peu toutes les différentes structures que l'on peut faire. Alors ensuite, une structure, ou une famille de structures qui est relativement intéressante, qui est la fameuse famille des nasicons. Alors cette famille des nasicons, elle est vraiment intéressante car, bon, nasicons d'abord, ça veut dire que ce sont des matériaux avec une très grande conduction ionique. Et là, il y a toute une variété de phases qui existent. Ces phases, elles peuvent être de la formule indiquée ici, dans laquelle on peut changer les cations, on peut avoir deux cations de différentes natures, et avoir tout un panel de potentiel redox, mais on peut avoir également des phases de nasicons dans lesquelles maintenant, eh bien, le cation va être de même nature. Et c'est les composés indiqués ici. Et parmi ces composés, il y en a un qui a été étudié fortement et qui est encore étudié beaucoup pour la technologie sodium-ion, qui est celui qui est indiqué ici, qui est la phase sodium 3, V2, PO4, 3 fois. Alors cette phase, elle est intéressante parce que, comme je vous l'avais dit, elle a une structure nasicon dans laquelle vous retrouvez ici la brique élémentaire, qui est cette fameuse directement brique lanterne, dans laquelle vous avez deux octaèdres qui sont reliés par les sommets par trois tétraèdres et qui se reproduisent dans les différentes directions de l'espace, avec, dans ce cas, bien deux types de sodium avec des environnements différents. Bien, cette structure est intéressante tout d'abord parce que c'est une structure nasicon. Ça veut dire que vous allez avoir une conductivité ionique qui va être importante. Enfin, j'ai un composé avec une bonne structure, une bonne conductivité ionique. Et effectivement, cette conductivité ionique, eh bien, vous l'avez ici mesurée en fonction de la température. Vous voyez qu'elle est dans ce cas de 10-6 à température ambiante. Ce qui va vous permettre, en ce cas, d'avoir des performances en puissance relativement intéressantes. Si vous comparez à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour les silicates ou les phosphates. Vous voyez qu'en cette courbe de conductivité, eh bien, vous avez, je dirais, trois pentes qui correspondent tout simplement à trois changements de phase de ce matériau en fonction de la température. Et enfin, effectivement, on a une très bonne conductivité ionique pour, dans ce cas, la bonne et simple raison, c'est qu'on a différents chemins de conduction dans lesquels, eh bien, le sodium va pouvoir migrer dans les canaux entre les deux tétraèdres, il va pouvoir migrer dans cette direction entre un tétraèdre et un octaèdre, voire même avec une énergie d'activation beaucoup plus importante en cet espace de vide entre les différents, je dirais, octaèdres. D'où, voilà directement un des aspects positifs de ce matériau, une très bonne conductivité ionique. Qu'en est-il de ses propriétés électrochimiques? Eh bien, ces propriétés électrochimiques, elles sont indiquées ici, ou là, eh bien, je vous montre finalement ce qui se passe. Ce matériau, une fois de plus, eh bien, on va pouvoir tout simplement l'utiliser en oxydation ou en réduction. Si vous partez en oxydation, eh bien, dans ce cas, vous allez
passer de la phase Na3 à Na1, avec, dans ce cas, une capacité aux alentours de 150 mA par gramme. Et vous pouvez, une fois de plus, aller en réduction, et vous avez dans ce cas un potentiel à 1,6 volts. Tout cela, le mécanisme est indiqué ici. On peut suivre ce mécanisme par synchrotron, des mesures synchrotron in situ, où on s'aperçoit que lorsque je passe de la phase NaO3, je passe par une phase intermédiaire métastable Na2 pour aller à la phase Na1, et ensuite, je redescends ici, Na1, Na2, Na3 et Na4. Et tous ces changements de phase sont associés finalement à une répartition qui va être différente du sodium de part et d'autre de cette fameuse brique élémentaire qui est la lanterne. Vous voyez que le sodium va occuper des positions différentes avec des lacunes et ainsi de suite. Et c'est finalement cela qui est responsable pour tous ces propriétés. D'où là aussi, je pourrais directement regarder les méthodes de synthèse. Et là, je vais peut-être terminer même sur ce transparent, où là aussi j'essaie de rapporter systématiquement ce qui se passe dans un matériau. Vous avez un matériau et tout un arsenal de synthèse va être développé pour en faire des matériaux à morphologie contrôlée, à taille contrôlée, dimension contrôlée, et ainsi de suite. Et vous avez ici, c'est là, je dirais, la démarche classique dans les batteries aujourd'hui sur différents matériaux d'électrodes. Vous avez les voies céramiques, les voies hydrothermales, voies sol-gel, voies spray et voies électrospinning ou électrospun. Et ensuite, là, on a le matériau massif, si je peux dire, et systématiquement, pour améliorer la conductivité électronique, que vous prenez n'importe quel papier, vous allez encore voir directement toutes les mêmes histoires. On va faire de l'arrobage ex situ avec maintenant de l'ensemencement des sources graphène ou nanotubes dans vos mélanges réactionnels. On va faire ensuite de l'enrobage in situ où on va utiliser des précurseurs comme le sucrose, la dopamine ou l'acide citrique qui est utilisé à la fois comme agent chélatant et source de carbone. Et on va faire ensuite le dopage par des hétéroéléments pour modifier les propriétés, je dirais, électriques des surfaces et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment cela se fait. Alors, pour mettre ou illustrer juste cette méthode, un seul transparent, pour quand même illustrer finalement l'apport de ce matériau, où dans ce cas, on va faire tout simplement un enrobage avec du carbone et du graphite, par ce procédé dont j'ai mentionné, procédé basse température suivi d'un recuit, et avec, toujours pareil, des belles photos de microscopie pour montrer que finalement, effectivement, on a la phase cœur, la phase directement amorphe et la phase graphite, et voilà les performances en fonction du cyclage. Bon, pour terminer totalement, effectivement, ce matériau, grâce à sa conductivité ionique, permet d'obtenir des puissances relativement impressionnantes en cyclage. Et vous avez ici des courbes électrochimiques, où vous avez des régimes de 200 C. Vous avez ici une courbe dans laquelle on a un régime, dans ce cas de C, et on a 100 mA pour une synthétique. Et vous êtes ici, regardez, un régime de 200 C, et on a quand même à 200 C, on a 60% de la capacité de ce matériau. D'où, définitivement, cette phase Na3, V2, PO4 3 fois est définitivement un des meilleurs matériaux en puissance aujourd'hui pour les batteries à ion lithium et ion sodium, excusez-moi. Et vous verrez ensuite, ou dans le cours suivant, comment on peut finalement comment choisir les anodes pour tirer profit de ces performances. Donc sur ce, je vais arrêter là. J'avais encore 2 ou 3 transparents, mais je vais les sauter. Pour d'abord prendre des questions, 5 minutes de break, et ensuite on introduira Luc Oven, qui va vous présenter finalement tout ce qui est le champion européen de la batterie et les clés de succès. Et là, on va apprendre beaucoup sur ce qui se passe de façon réelle, et dans le monde réel, dans le monde pratique. Donc voilà. Sur ce, est-ce que vous avez des questions ?